Donc il y a quand même des invariants, quelque part. Hein. Ça recoupe exactement c'est le même chiffre, c'est 95% pour les actes de violence grave qui sont commis par des hommes, donc 94%. Donc c'est intéressant. Le cerveau, Giry en parle aussi, c'est intéressant, le cerveau a un sexe. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des études qui ont été menées au niveau de la vision. Alors je ne sais plus, là, je n'ai pas révisé malheureusement, mais dans l'un des deux sexes, on utilise les deux hémisphères pour ce qui est des compétences de la vision, alors que dans l'autre, on n'utilise qu'un seul hémisphère. Voilà. C'est quand même assez fascinant, parce que c'est vraiment... bon. Donc il y a des différences au niveau du cerveau aussi. Et puis bon, j'ai beaucoup évoqué des atouts masculins, alors on va évoquer aussi des atouts féminins quand même qui existent. La plus grande longévité, hein, qui est incontestable, et pas seulement liée à des facteurs externes, hein, mais aussi parce que notamment la répartition justement de la masse adipeuse n'est pas la même. Chez les hommes, elle est plus près des organes vitaux. Chez les femmes, bah, oui, vous comprenez, les hanches, c'est plus éloigné des organes vitaux que le ventre. Hein. Donc les risques cardiovasculaires ce ne sont pas les mêmes. Et puis la plus grande proportion de graisse dans le corps féminin, et s'il est un inconvénient du point de vue des performances athlétiques, puisqu'il y a moins de masse musculaire, de masse sèche, donc moins de force motrice, et est un avantage en cas de famine. Par exemple, sur une île déserte, sur un bateau, les femmes survivront plus longtemps. Bon, enfin, passons. Mais vous avez compris, quoi, c'est quand même... Alors, les deux féminismes, là je passe à un autre sujet, pour des raisons différentes, racontent un peu la même fable. Ça, c'est intéressant. C'est la fable du matriarcat originel. Bon, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un matriarcat originel, ou du moins une société plus ou moins égalitaire, et puis le patriarcat se serait imposé comme une sorte d'oppression, un petit peu, vous voyez, comme Rousseau raconte dans le contrat social l'invention de la propriété, quoi. Voilà. Donc on a une sorte de fable comme ça qui est rapportée. Il y a des tas d'ouvrages féministes qui racontent ça. Hein. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a aucune société historique qui corresponde au modèle matriarcal. Alors il y a des sociétés matrilinéaires, il y a des sociétés uxorilocales, il y a des sociétés où la filiation se fait par les femmes, il y a des sociétés où le mari vient habiter dans la maison de sa femme, ça existe. Mais des sociétés matriarcales qui soient l'envers de la société patriarcale, ça n'existe pas. Bon, ça, c'est... Bon, j'ai lu plusieurs ouvrages spécialisés là-dessus. Ça n'existe pas. Je vous donne un exemple de référence, un article de Nicolas Journet dans la revue Sciences Humaines de 2005, qui fait un peu le point là-dessus, qui s'appelle Le fantasme du matriarcat, qui est une réfutation un peu de Bachofen notamment, qui est un peu la source de tout ce qui concerne le matriarcat originel, et qui explique bien qu'en effet, il n'y a pas de matriarcat au sens d'un patriarcat inversé. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Donc l'idée d'un complot masculin pour instaurer une division sexiste du travail en excluant les femmes de la sphère politique et du pouvoir, donc, est vraiment un mythe. Il faudrait plutôt considérer qu'il y a eu une répartition des tâches due finalement à la nature des choses et que les différentes traditions culturelles n'ont fait que consacrer. Voilà. C'est d'ailleurs plus simple à imaginer. Vous voyez, plutôt que d'imaginer que la culture est venue imposer partout et en tout lieu quelque chose de contre-nature, en fait, il y a quelque chose qui était dans la nature et qui a été consacré par les discours symboliques, religieux, moraux des différentes civilisations. Voilà, pour prendre le paléolithique, donc, aux hommes la chasse et la guerre, à la femme la cueillette et le soin des enfants. En résumé, hein. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que la nature les prédisposait à ce partage. Donc, je ne vais pas recommencer mon explication de tout à l'heure, mais j'ai repris de façon peut-être plus systématique. Hein. Pourquoi les hommes vont chasser ? Parce qu'ils courent plus vite et parce qu'ils sont plus forts. Voilà, tout simplement. Voilà. Là aussi, je peux vous redonner des choses. Ils ont des jambes plus longues relativement à la taille du corps, un cœur et des poumons plus gros, une plus grande capacité de transport de l'oxygène dans le sang, plus de muscles et une plus grande capacité à éliminer les produits chimiques issus de l'exercice musculaire. Voilà, là c'est complet. Ça vous explique pourquoi mademoiselle Semeya, malgré ses taux de testostérone élevés, elle serait dernière si elle concourait avec les hommes. Et par ailleurs, du côté de la physiologie féminine, pourquoi les femmes ne chassent pas ? Aussi parce que, quitte à enfoncer les portes ouvertes, il faut quand même reconnaître que c'est la femme qui porte l'enfant pendant 9 mois,
qu'elle est la seule en mesure de l'allaiter. Ça prend du temps, hein, surtout dans les sociétés traditionnelles où il n'y a pas de contraception ou peu de contraception. Il y a quand même les femmes ont de nombreux enfants. Hein. Donc elle est seule en mesure de l'allaiter. Précisons-le, pour ceux qui l'ignoreraient, les mamelles de l'homme ne sont pas fonctionnelles. Ce qui est le cas de tous les mammifères, sauf un, puisqu'il y a une espèce de chauve-souris où les mamelles du mâle sont fonctionnelles. Ce n'est pas toutes les chauves-souris, hein, c'est une espèce bien particulière de chauve-souris. Voilà. Donc que pendant ces périodes de grossesse, et il y a 5%, c'est intéressant, il y a 5% seulement des espèces mammifères dans lesquelles le mâle se préoccupe des enfants, enfin de la progéniture. 5%, on en fait partie. C'est plutôt bien. Donc pendant ces périodes de grossesse et d'allaitement, très fréquentes dans les sociétés traditionnelles, donc, la femme est donc fragilisée et elle est effectivement cantonnée au domaine du foyer. Ça paraît assez logique, ce sont des contraintes assez rudimentaires. Et voilà. Alors qu'est-il besoin, à la vue de ces données, d'inventer une quelconque malveillance masculine, donc à l'origine de la division sexuelle des tâches? Il faut avoir l'esprit mal tourné. Les féministes sont d'ailleurs d'une grande mauvaise foi, en plus en clamant, comme des évidences, que les tâches accomplies traditionnellement par les femmes étaient nécessairement plus ingrates. C'est vrai qu'il y a des tâches ingrates, le ménage c'est assez ingrat, mais enfin la guerre c'est quand même pas très agréable non plus, la mine, la mine c'est pas très agréable non plus, pour prendre des choses, on me dirait il y avait des herscheuses, mais enfin voilà, il n'y avait pas de femmes dans les mineurs de fond, hein. Voilà, donc il y avait des herscheuses, c'est vrai. Mais voilà, donc la mine, c'est pas non plus très drôle. Les travaux de force en général dans l'industrie, dans l'agriculture, c'est pas forcément très, très agréable. Bon. Et puis, dire aussi que les tâches féminines étaient nécessairement moins bien considérées, c'est pas forcément vrai. C'est vrai aujourd'hui. C'est vrai aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été vrai. Il y a un exemple que j'aime bien chez les Aztèques, où les femmes qui mouraient en couche étaient considérées comme les guerriers qui mouraient à la guerre, et donc elles avaient droit au même paradis. Voilà. Donc un peu comme chez les Vikings ou dans certaines populations européennes où le paradis n'était pas pour tout le monde, évidemment, il n'y a que chez les chrétiens où il est pour tout le monde. Eh bien, seuls les héros avaient droit au paradis, avaient droit à une vie après la mort, et c'était le cas des femmes donc qui mouraient en couche chez les Aztèques. Elles étaient considérées comme, au même titre que les guerriers qui donnaient leur vie pour la communauté. Donc oui, il y a un prestige aussi, c'est possible, hein, c'est pas forcément... Alors, autre erreur des féministes, s'attribuer le mérite d'une évolution dans la division sexuelle des tâches, alors que les causes de ce phénomène extrêmement récent dans l'histoire humaine se trouvent autant, sinon plus, du côté des évolutions techniques. Le machinisme, donc la force brute devient moins importante. Le développement donc, du secteur tertiaire par rapport au secteur primaire ou secondaire, ça aussi, hein, ça participe à la même logique. C'est un peu trivial, mais l'électroménager, qui forcément dégage du temps hein, pour avoir une activité en dehors du foyer. La contraception, tout simplement, c'est massif quand même. Il n'y a plus ces enfants qui viennent les uns après les autres. Le consumérisme, parce qu'il faut gagner de l'argent. On est reconnu à mesure qu'on consomme. Donc il faut que l'homme travaille et que la femme travaille. Il faut augmenter les revenus pour pouvoir consommer. Il y a peu de gens dans nos sociétés qui acceptent de vivre comme des mormons ou des quakers ou je ne sais quoi. Donc il faut consommer, il faut consommer. Donc avoir moins d'enfants, etc. L'État-providence qui assure une fonction finalement de protection, de redistribution. Enfin, par exemple, le rôle protecteur de l'homme vis-à-vis de sa femme, finalement, aujourd'hui, l'État peut jouer ce rôle.